Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez commencé par les foins avant de faire beaucoup de bruit grâce à un col qui vous a conduit vers les sommets de la notoriété. Des maillots jaunes vous ont permis de porter justement très haut les couleurs du cyclisme français. Bonjour Bernard Thévenet. Bonjour. Quel bonheur de vous accueillir, et pas seulement parce que vous avez gagné beaucoup de courses, mais vous êtes une légende du cyclisme français. Merci. Merci. Alors vous sortez un livre Parcours de vie chez Maru Éditions, et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours de vie à travers des dates clés. Alors, j'en ai trouvé plusieurs, mais la première est intéressante car c'est votre première télé le 25 septembre 1966. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Sport Dimanche, qui était l'émission de Raymond Marcillac. Oui. Qui a permis de découvrir Michel Drucker et Thierry Roland et quelques autres. Oui, une belle brochette. Voilà. Et ce jour-là, c'est un reportage sur vous, sur le Grand Prix des Nations, une course contre la montre qui est organisée depuis 65 et qui a connu quelques turbulences jusqu'à sa disparition en 94. Et je crois que vous êtes dans le concours amateur, dans la course amateur, où vous finissez 3e à 18 ans. Ouais, c'est exact. C'était le même parcours que les professionnels d'ailleurs. Oui. Simplement, comme on n'avait pas le droit, il était interdit de courir en pro et amateur. Donc, les organisateurs étaient les mêmes organisateurs que le Tour de France. Ça, c'était Jacques Godet, Félix Lévitan. Et donc, Félix Lévitan avait eu l'idée de faire la course amateur le matin et la course professionnelle l'après-midi. Comme ça permettait de dire que c'était deux courses différentes. Et malgré une crevaison, j'avais terminé 3e de la course amateur. J'avais battu plusieurs professionnels d'ailleurs. Et c'est peut-être ce qui avait un peu étonné, parce que j'étais le plus jeune concurrent de la course. Peut-être ce qui avait étonné Robert Chapat et les autres. Voilà. Vous aviez 18 ans, et le vainqueur c'était Jean Sado, et derrière il y avait le Britannique Robert Hill. Oui, exact. Et la course des professionnels, c'est Jacques Anquetil qui l'avait remporté devant Gimondi. Exactement, oui. Et alors pour la petite anecdote, c'est la première fois que je suis passé un contrôle antidopage. Voilà. C'est vrai. Oui. C'est à noter, parce que quand il y a eu des problèmes dans les années 90, les gens pensaient que l'antidopage datait de quelques années. Non, ça date depuis très très longtemps. Oui, votre histoire d'antidopage, c'est totalement terminé, c'est oublié, et on a prouvé votre innocence depuis, je crois. Alors, c'est quand même émouvant un premier podium de ce genre. Oui, mais bon, malheureusement, il n'y avait pas de podium justement à l'arrivée. Ah bon? Il y avait un podium il y avait un bouquet de fleurs pour le premier, c'est tout. Ça, c'est tout. C'était tout. Donc il n'y avait pas une grande manifestation, une grande fête. Pourtant, c'est vrai que je reconnais, je m'en souviens pas comme c'était hier, mais enfin je m'en souviens très bien. Et j'étais vraiment très très content, parce que ça m'avait permis non seulement de mesurer aux amateurs, mais également aux professionnels, puisque c'était le même parcours. Et Anquetil était au sommet de sa gloire encore. Ah oui, Anquetil était au sommet de sa gloire, oui. C'était je crois que c'était son 9e succès aux Nations. Oui, c'est totalement fou, c'était un champion unique. Alors, j'en reviens à vos débuts. D'abord, il y a une légende qu'il faut rétablir. Vous êtes né dans une ferme, à la ferme du Pou, et pas ailleurs, comme le prétendent certains. Voilà, parce que mes parents sont venus s'établir dans une ferme, dans un petit hameau qui s'appelle le Guidon. Quand j'avais 8 ans. Oui. Et quand je suis passé professionnel, j'habitais chez mes parents. Oui. Donc mon adresse, c'était le Guidon à Saint-Julien-de-Sivry. Alors évidemment, un journaliste est tombé là-dessus, c'était trop beau. Donc il a dit que j'étais né au Guidon, et la légende est partie. Et après, j'ai eu beau essayer de faire rectifier, mais c'était très très compliqué de dire aux gens non, mais je suis pas né au Guidon, je suis né à 300 mètres à côté. Mais bon, et puis comme disait John Ford, entre la réalité et la légende, il vaut mieux choisir la légende. Exactement. Vous êtes né chez vos grands-parents maternels, d'ailleurs, c'était l'affaire. Je suis né chez mes grands-parents maternels, oui. Et vous aviez 9 mois quand vos parents ont déménagé à Maringues, je crois. Oui, c'est ça, oui. Alors, c'était une métairie qui appartenait à mon grand-père maternel. Et donc, mes parents habitaient chez les parents de ma maman. Puis après, ils sont allés dans cette petite métairie à Maringues. Donc, j'avais 9 mois. Et puis, on est parti pour aller à la ferme du Guidon quand j'avais 8 ans. Pour ça que, pour moi, ma maison maternelle, c'est vraiment Maringues, c'est pas le Guidon, parce que c'est là où j'ai vécu mes premières enfances. Enfin, ma première enfance, c'est là
C'est là où j'ai tout appris pour ainsi dire. Enfin, on apprend beaucoup de choses jusqu'à l'âge de 8 ans. On découvre la vie, on découvre tout. J'avais des copains, c'est un petit hameau, il y avait une vingtaine d'habitants. Donc c'est là où j'ai commencé à jouer avec les voisins. À saute-mouton, par exemple. Oui, on jouait aux billes, on jouait au ballon. Enfin, on avait un ballon pour tout le monde, mais on jouait au ballon de temps en temps. Puis des fois, on allait faire des petites balades dans les petits chemins. On allait à la pêche à la grenouille. Oui, et Maringue est célèbre pour un film, je ne sais pas si vous le savez, mais des scènes du film Uranus de Claude Berry, adapté du roman de Marcel Aimé, ont été tournées à Maringue. Je pense que c'est pas le même Maringue. Ah si, c'est le même. Oui, c'est le même. Ah bon, il a besoin de la campagne, de la guerre, d'une ambiance de guerre mondiale, et c'était Maringue qui convenait parfaitement. Oui. Eh ben, sur ça, j'en apprends. Voilà. Alors, la Première Guerre mondiale, justement, elle a été funeste pour votre grand-père, qui est mort, votre grand-mère l'a appris quelque temps après. C'était pas mon grand-père. Arrière-grand-père. Ma grand-mère était mariée avec un monsieur Martin. Oui. Et ce monsieur Martin donc est parti à la guerre. Et ma grand-mère a accouché de son fils, s'appelle Joseph. Et elle a su 1 mois plus tard que son mari était décédé, avait été tué sur le champ de bataille le jour de la naissance de son fils. Et après, ma grand-mère s'est remariée avec un monsieur Raveau qui, donc, lui est mon vrai grand-père. Voilà. Et en même temps, elle a tenu sa ferme toute seule, comme beaucoup de femmes qui faisaient des travaux pendant la Première Guerre mondiale. On oublie un petit peu ça, hein, tout ce qu'on doit à ces femmes qui ont œuvré dans les champs, qui ont maintenu l'agriculture française. Donc ces femmes-là qui ont maintenu l'agriculture française pour pas que les Français meurent de faim, qui ont maintenu cette agriculture à la force de leurs bras, parce qu'il n'y avait pas les tracteurs, il n'y avait pas les choses qu'il y a maintenant. Hein. C'était un travail extraordinaire. Oui. Et le premier tracteur, je crois que vous êtes monté dessus, c'est votre grand-père qui l'a eu. Oui, mon grand-père était, je pense, un des premiers à acheter un tracteur. Il était assez fan du progrès, donc il avait vendu ses chevaux pour acheter un tracteur. Et c'était vraiment un tracteur ça coûtait une fortune à l'époque. Pas si cher que ça, parce que je crois qu'il avait vendu 2 chevaux et ça coûtait à peu près le prix du tracteur. Donc ça coûtait peut-être même un peu en rapport un peu moins cher que maintenant. Alors pour votre culture personnelle, le premier tracteur à vapeur et à chenilles a été inventé par un Russe qui s'appelait Fyodor Blinov en 1881. Et le premier tracteur américain, c'est John Froelich en 1892 dans le Iowa. Voilà. Ah oui. Donc c'est bien avant les... Lui, il l'a acheté dans les années 30, je crois. Donc, d'ailleurs, c'était un Ford. Il n'y avait pas de tracteurs français. Hein, c'était des tracteurs américains ou anglais. Ford, c'était américain. Exactement. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un lieu qui a compté dans votre enfance, et vous en parlez dans ce livre, Bernard Thévenet, c'est le château de Launay. Oui, c'est un château où mon père a vécu là-bas quand il était petit, parce que ses parents travaillaient au château de Launay. Ça appartenait à des messieurs de Vaugelas, et qui étaient donc propriétaires du château et des terrains environnants. Et ma grand-mère maternelle était cuisinière. Et mon grand-père était cocher et basse-courrier. Quand on lit ce livre, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'il y a un côté Downton Abbey, pratiquement, dans ce château, avec plein de personnel qui sert la famille Launay. C'était l'époque comme ça. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'avait beaucoup surpris, parce que après, quand mes grands-parents ont pris la retraite, ils sont venus dans une petite maison à Sainte-Foy. Mais Madame de Vaugelas, la châtelaine, venait voir ma grand-mère de temps en temps. Et ma grand-mère s'adresse, elle, à la 3e personne. C'est fou, hein. Et elle disait, ça m'avait marqué, mais dit, Madame a-t-elle de belles fleurs? Alors sur le coup, j'ai regardé, j'ai dit, à qui s'adresse la grand-mère là? Non, c'était bien à son ancienne patronne, elle lui parlait à la 3e personne. C'est fou, hein. Il y avait aussi l'école, et l'école, justement, on s'adressait aux maîtres d'une autre façon qu'aujourd'hui. C'est sûr, oui. Alors, c'est pour ça qu'on me demandait, est-ce que tu te souviens des prénoms des instituteurs? Je dis non, parce que, sûrement que sur le coup on le savait, mais comme on les appelait toujours par leur nom, je me souviens pas du tout de leur prénom. Oui, et vous avez bien travaillé à l'école. Je crois que vous avez été un pionnier des devoirs de vacances aussi. Oui. Pionnier, c'est pas contre mon gré en quelque sorte, parce que j'aimais pas trop ça. Pour moi, j'aimais les vacances, mais
C'était des cahiers, puis il y avait un peu de... c'était un peu une révision de ce qu'on avait fait dans l'année. C'était pour éviter, pendant ces mois de vacances, éviter de tout perdre ce qu'on avait appris dans l'année. Ça permettait il y avait de la dictée, il y avait du calcul, il y avait des choses comme ça qu'il fallait, histoire de pas perdre le fil de l'école, quoi. Voilà. D'ailleurs, ces cahiers de vacances ont été inventés pour la première fois après la crise de 29, où les livres scolaires ne se vendaient plus. Donc l'éditeur Robert Magnard a trouvé cette astuce pour pouvoir faire du chiffre d'affaires pendant l'été. Et je crois que vous avez vu votre certificat d'études en parlant de la géographie du port de Bordeaux. Oui, alors à l'époque, on passait un certificat d'études à 14 ans. Et puis après, on allait travailler à la ferme. Voilà. Et je me souviens que le certificat d'études, la question de géographie, c'était, il fallait dire ce qu'importait et exportait le port de Bordeaux. C'est-à-dire, à l'époque, c'était quand même compliqué, parce qu'aller demander maintenant à un gamin de 14 ans ce qu'importe et exporte le port de Bordeaux, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui peuvent répondre. Enfin, non. Je me souviens que j'avais eu beaucoup de peine, j'avais extrapolé un petit peu, j'avais dit, bon, à Bordeaux, on fait du vin, donc on doit exporter du vin, et c'est où? C'est en face l'Amérique, enfin en face les Antilles. Bon, on doit importer, je sais pas, peut-être des bananes, choses comme ça, mais bon, j'avais pas dû avoir une très très bonne note en géographie. Bon, en tout cas, il y a eu d'autres étapes ensuite, comme on dit dans le cyclisme, et on va en évoquer une à travers la date du 14 juillet 1970. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Thévenet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Thévenet, champion cycliste de légende, qui publie Parcours de vie chez Mareuil Éditions. On va évoquer ce livre tout à l'heure, mais votre parcours de vie, on a évoqué vos débuts à la campagne. Et le 14 juillet 1970, j'appelle ça le premier sommet de votre carrière, car c'est la 18e étape du Tour de France, Saint-Gaudens-la-Mongie, le Tourmalet. Et une victoire de qui? Bernard Thévenet. Oui, c'était vraiment une victoire inattendue parce que déjà j'étais venu sur ce Tour de France en dernier ressort, je dirais même en dernier accro, parce qu'il y a 2 coureurs qui sont tombés malades juste avant le départ. Et le directeur sportif, Gaston Plot, était bien embêté parce qu'il y avait un remplaçant, mais il n'a pas prévu pour un deuxième remplaçant. Donc, il m'a appelé la veille enfin, il fallait être présent le jeudi à Limoges. Donc il m'a appelé le mercredi. Mais il a téléphoné à votre mère, je crois d'ailleurs. Oui, enfin en réalité il a envoyé un télégramme parce qu'on n'avait pas le téléphone. On n'avait pas le téléphone, donc il a envoyé un télégramme. Non, mais des fois je dis à mes enfants, je leur dis mais attendez, on n'avait pas le téléphone, mais on avait des nouvelles quand même. Il y avait le télégramme. Les gens ils envoyaient un télégramme d'un endroit, une demi-heure après on l'avait à 1000 km de là. Exactement. On croit que les gens croient que parce qu'on n'avait pas de portable, on n'avait pas de communication, mais non, ça existait déjà. Donc il m'avait joint par télégramme et il fallait rappeler le service course. J'ai rappelé. Il m'a dit écoute, il y a un coureur qui est tombé, il y a 2 coureurs qui sont tombés malades. Il faut que tu fasses le Tour de France. J'ai dit mais je suis pas préparé pour faire le Tour de France. Moi j'étais pas du tout ni physiquement ni moralement ni mentalement prêt pour faire le Tour de France. Et je dis, si j'abandonne, qu'est-ce que... il m'a dit, mais non, mais je tiendrai compte du fait que tu me dépannes là et que, bon, ça... Bon, écoute, j'ai pris le départ du Tour de France. La première semaine était dure. Oui, en plus, vous êtes arrivé, on vous a donné une valise, vous n'aviez pas le maillot, vous n'avez pas le nouveau vélo. Ah non, mais j'avais demandé, je dis, mais qu'est-ce que je dois emporter? Je savais pas. Il m'a dit, écoute, on va te fournir les maillots, on va te fournir les cuissards, t'apportes les chaussettes, les gants et un casque. Il faut mettre un casque parce qu'on passait en Belgique, il fallait mettre le casque en Belgique. Et puis, il dit, le reste... on verra, t'inquiète pas, on te le fournira. Effectivement, quand je suis arrivé, on avait droit à une valise neuve, on avait droit à je sais pas combien de maillots, de cuissards. Déjà, parce qu'avant, il fallait pleurer pour avoir un cuissard ou un maillot dans l'équipe. J'ai dit, vraiment, c'est pas une course comme une autre, le Tour de France. Hein. Ah oui, ça, on peut le dire. Mais en fait, vous êtes très vite acclimaté en 8 jours, c'était bon. Oui, bien 8 jours, parce que le 8e jour, j'ai failli être éliminé. Oui. Parce que j'ai crevé, je me suis retrouvé dans un groupe. On a chassé, cravaché pour pas être éliminé. Puis après, ça allait de mieux en mieux. Et puis, est arrivé la dernière semaine où on devait faire le travail pour Raymond Delille.
parce qu'il avait prévu de frapper un grand coup dans cette étape-là. Puis malheureusement, il a été rejoint, mais moi, j'essayais de suivre les coups qui partaient derrière lui. Et puis, à un moment, je me suis retrouvé derrière le groupe de tête. Et quand je suis arrivé sur le groupe de tête, il y avait Robert Chapat qui travaillait pour Europe 1 à l'époque, hein, sur la moto. Et qui me dit, mais t'as vu comment t'es revenu sur le groupe de tête là? C'est toi le plus fort. Allez, mais vas-y, attaque, qu'est-ce que t'attends? Bon, je lui ai dit, ouais, je vais attaquer, comme ça au moins il parlera de moi à la radio. Voilà. On saura que je suis dans le Tour de France. Et j'ai attaqué, alors, j'étais content, je croyais que j'étais en tête d'une étape de montagne du Tour de France. Ben, c'est un peu plus loin. Je vois un coureur devant moi, c'était Gilbert Bellone. Je savais pas, il n'y avait pas les oreillettes, je n'étais pas au courant, moi, qu'il y avait un coureur devant. Bon, alors j'ai passé Bellone. Après, mon docteur sportif est venu et il m'a dit, allez, t'es tout seul en tête. Et puis, on n'avait pas les oreillettes, mais on avait quelques amis, si on peut dire. J'avais notamment un ancien coureur qui s'appelait Victor Cosson, qui pilotait une moto que je connaissais bien. Et lui, pendant toute la montée, il m'a donné les écarts, il m'encourageait, il me disait allez, mais si, tu vas aller au bout. C'est lui qui m'a donné confiance. Et finalement, je suis arrivé à la Flamme Rouge au dernier kilomètre. J'avais encore, je crois, 1 minute et quelques d'avance. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille jusqu'au bout. Mais alors, j'avais mal aux jambes, j'avais mal partout. J'avais jamais autant souffert sur un vélo. Mais c'était une étape du Tour de France. C'était tellement inespéré pour moi que je suis vraiment allé au bout du bout, mais j'ai réussi à gagner mon étape. Voilà. Et le vélo, je crois que ça a commencé parce qu'il fallait aller à l'école et qu'il y avait 5 km, Bernard Thévenet. Oui, mes parents m'ont acheté un vélo pour aller à l'école parce que c'était 5 km, ça faisait un peu loin quand même à pied. Oui. Donc, puis mes sœurs allaient en vélo, les voisins allaient en vélo, donc m'avaient acheté un vélo. Donc, je faisais 10 km tous les jours depuis l'âge de 6 ans. Oui, et ensuite, il y a eu le certificat d'études où vous avez eu beaucoup de mal à vous faire offrir un vélo de course. Oui, mais pour récompenser du certificat d'études, mes parents j'ai 2 sœurs aînées, mais mes parents leur ont offert un vélo moteur. Et moi, ils voulaient m'offrir aussi un vélo moteur. Puis je dis non, moi, je veux un vélo de course. Oula, mon père, il n'était pas d'accord, hein, parce qu'il a dit s'il fait du vélo, il va pas m'aider comme il faut dans la ferme. Oui. Donc, alors on a négocié. Donc finalement, il m'a acheté un vélo qu'on appelait demi-course, un vélo qui avait un guidon de course avec un dérailleur, avec des garde-boue. Mais bon, j'étais déjà content parce que j'avais déjà prévu, j'ai vendu des garde-boue et puis je vais en faire comme un vélo de course. Voilà. En fait, vous n'aviez pas envie de prendre la suite de votre famille à la ferme et dès 13 ans, vous avez dit je serai coureur cycliste, Bernard Thévenet. Oui, enfin, j'avais pas envie, vous avez raison, j'avais pas envie de prendre la suite, mais je rêvais. C'était vraiment un rêve d'être coureur cycliste, mais je savais pas du tout comment j'allais pouvoir faire, je savais pas du tout comment j'allais pouvoir y arriver, je savais pas si j'allais y arriver un jour. Donc c'est pour ça que des gens me faisaient offrir un vélo de course. Et puis j'ai eu la chance que dans mon petit village de Saint-Julien-de-Sévry, à 500 habitants, il y a un autre garçon qui a commencé à faire des courses. Donc j'allais le voir courir dans les épreuves autour le dimanche. Donc ça me faisait ma sortie. Après, à la fin de la saison, j'ai roulé un petit peu avec lui. Oh, mais il m'avait dit, tu marches bien. Et à partir de là, j'ai dit, il faut absolument que j'arrive à m'inscrire dans des courses. Oui, je crois que la première course, vous l'avez faite à l'insu de vos parents. Oui, donc mon père voulait pas, donc il voulait pas. J'étais mineur, donc il fallait qu'il signe ma demande de licence. Et j'avais demandé, il m'avait dit non, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une licence, pourquoi faire? Alors du coup, j'avais vu le secrétaire du club. Oh, le secrétaire du club, il s'est pas embêté. Il m'a dit, oh, mais ça fait rien, mais je vais imiter la signature de ton père. Voilà, c'est comme ça. Il était un peu surpris, mais ça s'est arrangé ensuite parce que vous avez gagné. Et je crois que votre première grande course, c'était à Monceau-les-Mines aussi. Oui, enfin, à Monceau-les-Mines, il y avait plusieurs clubs. Il y avait Monceau, il y avait Blanzy. Puis les coureurs là-bas, ils avaient beaucoup de chance, hein, parce qu'il y a toutes les communes autour, ils avaient des courses pratiquement tous les dimanches. Et donc moi, ma première course, je l'avais faite à Mâcon, et à l'insu des parents. Et la deuxième course, mon père a dit je vais aller voir ce que tu es capable de faire. Et c'était un petit village qui s'appelait Bourg-de-Thizy. C'est dans le Rhône. Et là, j'ai dit, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Et du coup, j'ai réussi à gagner la course. Et ben voilà. Donc, après, ça allait un petit peu mieux. Mon père me laissait une demi-journée par semaine pour m'entraîner. Voilà. Et vous évoquez la chanson dans ce livre. Il y a une chanson qui a marqué cette époque. Dites-moi, monsieur, faites que je sois un oiseau avec des ailes pour
m'envoler là-haut. Jean-Claude Darnal. Alors, je crois qu'on est deux en France à connaître cette chanson, vous et moi. Et Jean-Claude Darnal a été une star. Il a démarré en première partie de Brassens. Et ensuite, il a chanté en Afrique, aux Indes, aux États-Unis, partout, sauf en France. Et vous adorez cette chanson? Moi, j'aimais bien sa chanson parce qu'elle disait je voudrais être un oiseau, parce que c'est vrai qu'un oiseau, il va où il veut, il va partout où il veut. Pour moi, c'était la liberté. Et dans les courses que vous avez courues, il y en a une qui est étonnante, c'est le Tour de Berlin, à l'époque où il y avait le mur de Berlin, Bertin. Oui, alors donc il y avait une fête, je ne sais pas si elle existe toujours, mais il y avait la fête de l'amitié franco-berlinoise. Oui. Donc, et à cette occasion, il y avait une course. Et j'étais au bataillon de Joinville. Et donc, le bataillon de Joinville était invité pour participer à cette course. Et c'était un circuit dans Berlin, parce que Berlin-Ouest, c'était grand, hein, c'était immense. Hein. Et il y avait un circuit qui devait faire, je sais pas bien, 2-3 kilomètres. Et puis, au début, j'étais pas trop bien. Puis, petit à petit, je suis revenu devant et j'ai eu le bonheur de gagner cette course. Et puis, 2 jours après, on nous a dit, si vous voulez visiter Berlin-Est, vous pouvez aller à Berlin-Est. C'était un privilège, oui. On peut aller à Berlin-Est, oui. Par contre, faut être habillé en militaire. Si vous êtes militaire, vous avez le droit d'y aller. Autrement, en civil, vous pouvez pas y aller. Il y avait une convention qui était signée entre Berlin-Est et les Alliés, où il y avait des possibilités comme ça pour les Alliés de pouvoir aller à Berlin-Est. Donc, j'ai visité Berlin-Est. J'avais visité également le mur, on a fait tout le tour du mur, c'est impressionnant. Hein. Donc, vous voyez cette immense agglomération encerclée comme ça, avec des maisons qui avaient été des maisons qui avaient été abattues, il y avait un no man's land, et les maisons derrière, ils avaient muré les murs, muré les fenêtres, pardon. C'est fou. Et il nous disait, alors on pouvait faire le tour. Et il y avait un endroit, le guide nous disait, regardez là, on va vous prendre en photo. Ah bon, ouais. Et il y avait un Vopo, un Allemand de l'Est là, qui était là, et il photographiait absolument tous les gens qui passaient devant qui regardaient comme ça là, ce truc là. Et après, quand on est allé dans Berlin-Est, c'était quand même pas très reluisant. Hein, le Berlin-Ouest avait été reconstruit, mais Berlin-Est, il y avait encore beaucoup de ruines. Oui. Et ça, vous étiez en militaire et ensuite vous avez pris du galon. Et on va l'évoquer à travers une autre date, le 20 juillet 1975. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Thévenet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Thévenet, un champion cycliste dont le nom est une légende et qui publie Parcours de vie chez Mareux Éditions, un livre où vous racontez justement votre parcours. Alors, votre parcours, on a commencé à l'évoquer à travers vos débuts, et il y a une date importante, le 20 juillet 1975, le jour où vous recevez ceci. Il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune, il a le maillot. Vous connaissez cette chanson de Marcel Amont, le maillot jaune? Oui. Et c'est le jour où vous êtes sur les Champs-Élysées avec le maillot jaune. Oui, c'est le jour où le président de la République me remet le maillot jaune. C'est la seule fois d'ailleurs dans le Tour de France où un président de la République a remis un maillot jaune. C'est Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Oui. Et c'était en plus, je crois, le premier Tour de France qui arrivait sur les Champs-Élysées. Oui, c'était la première fois où ça arrivait sur les Champs-Élysées. On avait fait c'était Yves Mourouzi qui avait initié cette nouveauté. Et on avait fait le parcours une fois. Et il nous avait fait faire le parcours dans un jour à 13h. Oui. On avait été escorté par la police. C'était ça devait être au mois d'avril, quelque chose comme ça. On a fait ce circuit là, et franchement sur le coup on avait dit mais ça fait bizarre de finir le Tour de France en tournant en rond comme ça, parce qu'à l'époque le Tour de France on allait d'une ville à une autre et ainsi de suite. Maintenant ça a changé parce qu'on tourne des fois aussi en rond, mais ça nous faisait bizarre quand même. Hein. J'étais bon, ça fait rien, on va voir. Puis finalement quand on a vu le succès que c'était sur ce parcours sur les Champs-Élysées, je crois qu'on a dit tiens ça serait bien de recommencer, puis finalement on a recommencé depuis tous les ans depuis 1975. Alors, l'émotion justement quand on se retrouve devant la Concorde avec le maillot jaune sur un podium avec tant de monde, qu'est-ce qu'on ressent, Bernard Thévenet? C'est difficile à dire parce que on est tellement
comment dire, c'était contre Eddy Merckx, hein, même s'il y avait plus de 2 minutes d'avance au classement général, il y avait toujours cette appréhension de lui voir faire quelque chose quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, il m'a attaqué juste au départ. Donc il est parti au départ et je couru après, j'ai réussi à le rattraper avant le sommet des champs. Mais il était tellement prêt à attaquer à n'importe quand que tant que la course n'était pas finie, on ne pouvait pas être tranquille. Ouais. Donc j'ai fini la course et tout de suite après, il y avait la presse, il y avait la remise du maillot, il y avait des tas de choses. On n'a pas le temps de savourer son succès finalement. Hein. C'est fou. Mais Merckx, effectivement, vous aviez détruit la légende. Oui, mais c'était oui. Ben oui, mais tant que j'avais pas franchi la dernière ligne d'arrivée, le dernier tour, j'étais pas vraiment euphorique, j'étais pas tranquille. Alors, je crois qu'en revanche, dans votre village, ça a été la fête. Je crois que les cloches ont sonné pendant toute la journée, Bernard Thévenet. Ouais, non, pendant 2 heures, je crois. C'est énorme, 2 heures. Pendant 2 heures. Bah, pour un petit village de 500 habitants, avoir le vainqueur du Tour dans son village, c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque ça s'est jamais renouvelé d'ailleurs. Mais vous avez été accueilli là-bas comme un roi, après. Oui, un peu, mais bon, oui, comme un roi, si on veut, parce que tous les gens me connaissaient, je connaissais tout le monde. Donc, finalement, bon, j'ai gagné le Tour de France, mais j'étais toujours le petit gars de Saint-Julien-de-Sévry. Là, on peut pas. Tout le monde connaît tout le monde, donc on peut pas donner le change. On est comme on est, voilà, tout simplement. Il y a quelqu'un qui était ravi de votre victoire, c'était Jacques Anquetil, parce que Eddy Merckx n'a pas battu son record. Exact. Alors pour la petite histoire aussi, Jacques, quand j'ai pris le maillot, il restait 8 jours à peu près. Il venait voir tous les soirs pour me voir comment ça allait, pour me donner des conseils, pour m'encourager, me rassurer aussi. C'est vrai qu'il m'avait mais beaucoup rassuré, parce que Jacques Anquetil, c'est quelqu'un qui était sûr de lui. Donc, il m'avait beaucoup aidé mentalement, parce qu'il me rassurait en me disant, mais tu vois bien, non, mais t'inquiète pas, t'as vu en montagne, il peut pas te suivre, et puis sur le plat, mais tu risques rien sur le plat, comment veux-tu qu'il t'attaque? Enfin, des choses comme ça, parce qu'il voulait absolument que je puisse gagner ce Tour de France pour pas que Eddy Merckx en ait un de plus que lui. Voilà. Alors, tout, je crois, c'est joué à la 15e étape avec l'arrivée à Pralou, qui a été un événement. Oui, enfin, Pralou, c'était un événement, parce qu'à 8 km de Pralou, de l'arrivée à Pralou, c'est une station de ski. À 8 km de l'arrivée, j'avais perdu le Tour, et en haut, j'avais pas gagné, mais enfin, j'avais inversé le résultat. Donc ça a marqué énormément les gens. En plus, il y a eu un incident, parce que c'est un accident même. Il y a la voiture de la Bianchi qui est tombée dans un ravin dans la descente du col d'Alos. Et à l'époque, il y avait peu de moyens. Il y avait un seul hélicoptère de la télévision, et les services de sécurité ont demandé à l'hélicoptère de la télé de retourner en arrière dans la descente du col d'Alos pour voir si les occupants de la voiture avaient besoin d'être secourus. Heureusement, ils n'ont pas besoin. Mais quand l'hélicoptère est revenu sur la course, moi, j'avais dépassé Eddy Merckx. Donc les chroniqueurs, les reporters étaient complètement perdus, parce que ils me voyaient à la télé, ils croyaient que je chassais derrière Merckx, alors que c'était l'inverse, c'est Merckx qui était derrière. Et d'un seul coup, ils attendaient Merckx sur la ligne d'arrivée, ils m'ont vu arriver moi. Donc tout le monde était surpris. Et c'est peut-être aussi ce qui a encore plus marqué les gens. Alors, il se trouve que Pralou, ça signifie pré cultivé pour le foin et les pâturages. Ça tombe bien, parce que le foin, finalement, vous en êtes beaucoup occupé, et ça a formé votre force physique, justement, Bernard Thévenet, quand vous n'étiez pas encore coureur cycliste. Ben oui, parce qu'à la campagne, on commençait à travailler dès l'âge de 7 ou 8 ans. On fait des travaux qui sont à la hauteur de la force d'un enfant, mais on commence à travailler très très tôt. Les jeudis, parce qu'à l'époque c'était le jour de congé, c'était scolaire, c'était le jeudi. Oui. Les jeudis, on aidait les parents, on faisait des petits travaux à la ferme pour soulager un petit peu les parents. Et même le matin, avant d'aller à l'école, c'était la vaisselle, je crois. Oui, quand on est petit, on faisait la vaisselle le matin avant d'aller à l'école, parce que ma mère travaillait beaucoup dehors, beaucoup au champ. Et donc, elle n'a pas toujours le temps de tout faire. Donc, avec ma sœur, on faisait la vaisselle. Et dans ce livre, à l'école. Voilà. Dans ce livre, Bernard Thévenet, Parcours de vie, vous expliquez qu'on monte le Galibier par 40 degrés. Ce n'est pas plus chaud que quand on charge un char de foin dans le Charolais.
Ben oui, parce que le foin pour nous, pour les charolais, c'était très important parce qu'on était éleveurs de bétail. Et évidemment, on garde le bétail pendant l'hiver, donc il faut le nourrir pendant l'hiver. Donc c'était un des gros moments de l'année. La saison des foins, c'est un gros moment de l'année. Et c'est là où on prie le ciel pour pas qu'il pleuve, parce que si le foin il mouille, après il se gâte. Et c'est pour ça que le foin, on a intérêt à le rentrer quand il fait très chaud. Parce que comme ça, il sèche bien. Il est bien sec. Mais quand il fait chaud, à l'époque, il n'y avait pas les trucs pour monter sur les chars. Hein. On les montait à la fourche. Et c'est vrai qu'il fait chaud. Et ça a laissé peu de temps pour s'occuper d'autre chose. Et je crois que pendant le Tour de France, le facteur venait apporter des journaux qui permettaient à votre famille et aux familles du voisinage de suivre le Tour de France. Oui, il y avait le facteur était sympa parce que quand il y avait le Tour de France, souvent il achetait le journal. Et puis il le portait au hameau, comme ça tout le monde, en le hameau, les gens ils se le repassaient, comme ça tout le monde pouvait lire un petit peu le résultat des courses, les résultats du Tour de France. C'était le seul sport auquel les gens s'intéressaient, hein, le Tour de France. Et ça vous intéressait déjà, parce que votre père s'y intéressait? Oui, parce qu'on en parlait, on parlait de Louison Bobet, on parlait d'Antonin Roland, parce qu'Antonin Roland était de Villefranche-sur-Saône, donc c'était pas très loin. Il était un peu considéré comme pas comme un enfant du pays, mais presque, quoi. Donc les gens s'intéressaient au Tour de France pour ça. À l'époque, vous n'aviez pas la télévision, vous ne regardiez pas les étapes. Non, on n'avait même pas la radio à l'époque. Alors on n'avait que le journal. C'est que la télévision, les premières années, lorsque le journal télévisé est né, on ne faisait pas les étapes en direct, on les tournait. Il y a un avion qui ramenait la bobine et c'était le lendemain la diffusion des extraits de l'étape de la veille. Oui. Enfin, assez rapidement quand même, ils ont réussi à faire des extraits de l'étape de la journée. Oui. Mais c'est vrai qu'au départ, oui, il y avait toujours un jour de décalage. Alors, vous avez aussi une particularité, Bernard Thévenet, vous gagnez les courses dans les années impaires. Oui, j'en ai gagné dans les années paires aussi, oui. Mais peut-être des moins importantes. Alors, c'est pour ça que ça a moins marqué. C'est vrai que le Tour 77, par exemple, vous aviez été malade l'année d'avant, on vous espérait pas et vous gagnez. Oui, enfin, on se posait un peu des questions parce que j'avais été battu dans le critérium du Dauphiné par Bernard Hinault. Qui débutait à l'époque. Oui. Enfin, c'était comme sa 3e année de pro, mais oui. C'était sa première grande victoire, Bernard. Donc, les gens se demandaient est-ce que ça allait pouvoir battre. Il y avait Didi Thureau à l'époque, qui était quand même un Allemand, qui était connu. Il y avait Zoutmelk, il y avait Van Nimp, il y avait Kuiper. Il y avait quand même de gros. Il y avait Dimerckx encore, en 77. Donc il y avait quand même des candidats importants à battre pour pouvoir remporter sur Tour de France. Et vous avez gagné sur les dernières étapes et grâce au contre-la-montre en particulier. Oui. Où j'ai gagné le Tour de France, c'est dans l'étape de l'Alpe d'Huez. Encore la montagne. Ce jour-là, Van Nimp, Zoutmelk, Kuiper s'étaient ligués contre moi et je me suis battu tout seul contre les trois. C'était vraiment très très dur, mais j'ai réussi à conserver le maillot jaune à l'Alpe d'Huez pour 8 secondes. Et c'était très important parce qu'il y avait le contre-la-montre dont vous parlez là, 3 jours plus tard. Et comme on n'avait pas beaucoup de renseignements à l'époque, c'était très important de partir derrière son adversaire. Donc c'était un avantage de pouvoir partir derrière Kuiper. Mais bon, j'avais 8 secondes d'avance au classement général et il restait 51 km contre la montre. Hein, il fallait quand même se bagarrer. Hein, c'était pas gagné, loin de là. Oui, en même temps, le mental est très fort dans ces cas-là, Bernard Thévenet. Oui, il faut avoir le mental, il faut avoir confiance en soi. Grâce à ma victoire sur Eddy Merckx 2 ans avant, j'avais acquis quand même une confiance et un mental. Parce que moi, j'ai battu Merckx quand même, c'est pas Kuiper qui va m'embêter là quand même. Alors, le seul problème dans ces cas-là, c'est la célébrité, parce qu'il y a les cocktails, il y a les petits fours qu'on mange, le poids qu'on peut prendre. Ça aussi, c'est un danger, Bernard Thévenet. Oui, c'est un danger parce que on est invité, on se dit je vais faire attention, on fait attention, mais on est réinvité quelques jours après, puis la fatigue a tendance à s'accumuler sans qu'on s'en rende bien compte. Et on est invité à gauche à droite, puis finalement on prend l'entraînement un petit peu plus tard dans la saison.
Et tout ça fait que c'est un peu dangereux parce que on n'a pas on arrive à un moment de la saison, on n'a pas l'entraînement qu'on devrait avoir. Surtout qu'à l'époque, vous étiez, je crois, quelqu'un qui parlait peu, et vous avez commencé à parler, on le constate aujourd'hui, à l'âge de 40 ans. J'étais très très timide quand j'étais jeune. Hein. J'avais peur de parler avec les gens parce que j'avais toujours peur qu'ils me jugent mal, qu'ils pensent que j'avais mal parlé, qu'ils pensent que en plus j'avais un complexe parce que j'étais un paysan qui sortait du fin fond de la campagne. Mais après, quand on monte de catégorie dans le cyclisme, on rencontre des coureurs qui viennent un peu plus de la ville, qui viennent un peu plus donc qui ont une expérience ou une faconde un peu différente. Donc au départ, j'étais complexé parce que j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose par rapport à ces gens-là. Voilà, vous êtes un paysan qui est devenu ce qu'on appelle une grosse légume, et on va en parler à travers la date de la sortie de ce livre, le 28 mars 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Bernard Thévenet. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Bernard Thévenet. On a évoqué votre parcours de champion avec toutes ces courses et notamment ces 2 Tours de France qui vous ont permis d'entrer dans la légende. Et la légende, vous la racontez dans ce livre qui est sorti le 28 mars 2024, Parcours de vie, chez Major Éditions. Alors c'est un livre très particulier puisqu'il y a 2 co-auteurs, Albine Novarino-Potier et André Corban. Et c'est un livre à la fois sous forme de récit de votre parcours et sous forme d'entretien. C'est assez étonnant. Oui, c'est vrai que c'est un peu... comment dire, il y a 2 parties, mais qui sont intimement mêlées, intimement liées dans ce livre. Il y a les questions que se pose Albine Novarino à mon sujet, donc elle me pose des questions. C'est une journaliste qui écrit des livres. Il y a André Corban qui lui raconte ce qu'il a retenu de ma carrière. C'est un entretien intime parce que finalement on connaît le champion, mais on connaissait pas vraiment l'homme. Oui, c'est parce que j'ai déjà fait j'ai fait plusieurs livres chez De Mareuil, mais la plupart des livres racontaient la carrière. Donc moi je voudrais autre chose parce que la carrière, les gens commencent à connaître, puis ça fait un moment. Ce que je voudrais c'est montrer qu'un garçon qui vient du fin fond de sa campagne, à partir du moment où il est motivé, à partir du moment où il a un but, eh bien, il peut très bien réussir dans un domaine où il n'y a absolument pas de prédilection parce qu'il y a personne autour de lui qui va l'encourager, qui va l'aider à faire ça. C'est à lui, c'est à chacun quand on a une passion, c'est à chacun de se donner les moyens, de travailler pour pouvoir assouvir sa passion et grâce à cette passion arriver à haut niveau. Et quand vous avez commencé à rêver à cette carrière, vous pensiez que vous seriez un tel champion avec d'autres réponses? Non. Non, pas du tout. Moi, c'est vrai que je suis un bon fils de paysan, donc un pied après l'autre là. Ne pas brûler les étapes. En rêve, oui, peut-être, mais c'était vraiment un rêve. C'était même pas un but. C'était vraiment un rêve. Le rêve au début, comme tous les coureurs cyclistes, enfin comme tous les coureurs débutants, le rêve, c'est de pouvoir passer professionnel un jour. Puis quand on est professionnel, c'est de pouvoir participer au Tour de France. Et puis quand on est dans le Tour de France, c'est pouvoir gagner une étape. Et puis après, c'est pouvoir être sur le podium. Alors ce qu'on apprend aussi dans votre livre, ce qu'on ne savait pas, c'est votre passion pour les livres. Je crois que votre grand-mère cachait les livres quand vous arriviez chez elle, Bernard Thévenet. Oui, comme j'étais très timide, je n'aimais pas trop parler, donc j'aimais beaucoup lire. Oui. Je lisais beaucoup, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. Et alors pour la petite histoire, ma grand-mère était abonnée à un journal. Elle recevait le journal tous les jours. Et le lundi, le journal, il y avait des pages jaunes dedans, des pages sport. Alors, elle ne les lisait pas du tout, elle. Donc elle me gardait ces pages-là. Alors elle les mettait de côté. Parce que j'allais lui donner des petits services comme ça de temps en temps. Et quand j'avais fini dans les petits services chez elle, elle me disait, tiens, pour te récompenser, paf, elle me donnait cet encart sur le sport. Et c'est vrai que cet encart, ça m'a permis d'aimer le sport. Oui. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a tenu ensuite des cahiers d'écoliers avec vos courses, vos victoires, etc. Alors, mes 2 grands-mères, je l'ai su longtemps après, mais mes 2 grands-mères, chacune de leur côté, sans se concerter,
Ils avaient acheté un cahier d'écolier et dessus il marquait la date, le nom de la course, la place que j'avais faite et éventuellement un petit commentaire si j'avais chuté, si j'avais crevé, si j'avais des petites choses comme ça. Et il paraît que l'une d'entre elles a même écrit un jour au général de Gaulle, président de la République, pour se plaindre. Alors, j'étais champion, c'était en 1968, il y avait les Jeux de Mexico, Oui. et j'étais champion de France amateur, et le sélectionneur ne m'a pas retenu. Et il y a eu un journaliste qui était passé dans le petit village de Saint-Julien-de-Sévry, là, et il lui avait dit mon petit-fils n'a pas été retenu, mais je vais écrire au général de Gaulle, parce elle avait une affinité avec le général de Gaulle, c'était la même année que lui. Mais je pense pas qu'elle lui ait écrit, je sais pas. On n'a jamais retrouvé ni trace de lettre, ni rien. Je pense que c'était juste une menace comme ça. Oui, c'était une bonne menace. Alors, ce qu'on apprend aussi dans ce livre, Bernard Thévenet, c'est votre culture, pas celle du paysan, mais Lamartine, Victor Hugo, ça vous passionne? Oui, enfin ça me passionne. J'aimais bien lire, hein, donc j'aimais bien. Bon, Lamartine, il était de Saône-et-Loire aussi, donc oui. c'était normal qu'on apprenne. Mais bon, Victor Hugo, à l'époque, on apprenait beaucoup de poèmes ou de récits de Victor Hugo. D'ailleurs, vous avez appris par cœur, et il est dans ce livre, un extrait des Châtiments. Oui, tout petit. L'expiation. Oui, c'était il y a longtemps. J'ai un peu oublié quand même depuis. Mais quand j'ai passé mon certificat d'études, il y avait une épreuve, c'était chant ou poésie ou récitation. Et on me demande de chanter. J'ai dit non parce que j'étais enroué ce jour-là. J'ai dit non, je suis enroué, je suis pas bien, je suis pas. Bon, elle m'a dit bon alors j'avais récité la retraite de Russie de Victor Hugo. Oui, et parce que finalement la chanson c'était pas votre truc, c'est la musique non plus. Je chante faux comme tout, je chante pas parce que sinon tout le monde s'en va, donc je sais pas chanter. Mais pourtant vous aimez Brel, vous aimez Piaf, vous aimez Johnny. J'aime bien écouter les chansons, j'aime bien les chansons de cette époque-là parce que les chansons, il y avait une belle mélodie qui souvent était accompagnée d'une belle histoire en même temps. Exactement. Et il y a une chanson aussi qui vous a marqué et qui fait partie de votre Marseillaise personnelle. Là-bas, Connemara, on sait tout le prix du silence. C'est vrai qu'on ne peut pas entendre aujourd'hui une soirée dans un bar sans terminer par les lacs du Connemara. Il y a une histoire d'ailleurs cette chanson parce qu'elle a fait le tour de France. En fait, quand Jacques Revaux devait aller voir Michel Sardou pour la composer, Sardou changeait d'adresse régulièrement. Il voulait aller à Genève, à Megève. Donc il le suivait avec sa voiture. Et les voyages ont fait que le piano s'est déréglé et que les sons ont permis de créer ceux du lac de Connemara. Ah oui, Ouais. Ah oui, belle histoire. Et pourquoi cette chanson, Bernard Thévenet? Parce que je trouve que la mélodie est très belle, elle est entraînante. Et puis, parce qu'il raconte, là aussi, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire des Irlandais. C'est faux, c'est faux. C'est toujours intéressant quand une chanson peut raconter quelque chose de comment, je sais pas, c'est peut-être un peu mythique, c'est peut-être un peu réel, mais ça peut paraître réel. Les paroles peuvent paraître s'adresser Oui, faire connaître quelque chose oui, de l'Irlande. Pierre Delanoë est revenu d'un voyage en Irlande et l'idée est née comme ça. Et vous avez failli, je crois, faire un autre métier, Bernard Thévenet, c'est être électricien. Oui, j'aimais bien la mécanique, l'électricité. Ça me plaisait bien. D'ailleurs, à la maison, je bricole pas mal l'électricité. J'aime bien bricoler à la maison. J'aime bien réparer un petit peu tout. Je suis pas du genre à jeter. On me le reproche tout le temps à la maison, d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses qui traînent, mais je suis pas du genre à jeter quelque chose qui marche plus. J'ai toujours envie de le réparer. Vous avez pris une autre orientation et finalement, vous avez continué parce que quand la carrière s'est arrêtée, vous avez continué dans le monde du cyclisme, d'abord comme directeur sportif, ensuite comme consultant. Vous avez fait plein de choses. Oui, mais c'est bien de pouvoir rester parce que quand on arrête le cyclisme, c'est comme quand on arrête une carrière sportive, hein, ça change du tout au tout, du jour au lendemain. On n'a plus du tout les mêmes repères. On s'éloigne de la plupart de ses amis et de ses connaissances parce que eux ils continuent à tourner avec le cirque alors que nous on reste dans notre coin. Donc on a quand même toujours cette envie dès qu'on fait appel à nous. Dès qu'on m'a fait appel pour devenir directeur sportif, j'ai dit oui parce que c'était mon milieu, c'est là où j'avais mes amis, c'est là où j'avais mes connaissances.
Et vous avez aussi été consultant pour France Télévisions et vous avez été récompensé d'un 7 d'or en 1998. Oui, avec Patrick Chen pour les reportages du Tour de France sur France Télévisions. J'aimais beaucoup travailler avec Patrick Chen parce que c'est un grand professionnel, comme j'aimais aussi après travailler avec Christian Prudhomme. On a fait 3 Tours de France ensemble avec Christian Prudhomme. Avec Christian Prudhomme, ce sont des journalistes que j'aime bien parce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Ils font pas seulement, ils n'arrivent pas comme ça devant le micro puis ils commentent la course avant et rechercher. D'ailleurs, j'ai beaucoup appris avec eux, j'ai beaucoup travaillé avec eux parce que avant ils font déjà ils préparent des papiers, préparent des choses, ils préparent vraiment leur reportage. Ils n'arrivent pas comme ça de but en blanc. Et il y a aussi une autre course qui aujourd'hui vous importe et Yves Montand l'a un jour évoqué. Belle-Vive, perdu tout là-haut dans les hauteurs, j'entendais les haut-parleurs hurler, attention demi-bonjour. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, Veldiv d'Yves Montand, qui évoque les 6 jours de Paris au lendemain de la guerre. Et aujourd'hui, il n'existe plus malgré une tentative dans les années 80, mais il y a une course à Grenoble et vous êtes chef de piste. Oui, il y a une course qui s'appelait aussi 6 jours avant, qui a été arrêtée pendant un moment parce que la municipalité n'était pas trop favorable pour relouer la piste. Et finalement, l'ancien organisateur, Guy Chanal, a réussi à relouer cette piste et maintenant on organise les 3 jours de Grenoble, qui sont très différents de ce qui existait avant, mais qui permettent à la piste de revivre et qui permettent à des coureurs ou des coureuses de piste de pouvoir se montrer au public. Et de pouvoir courir, de pouvoir s'exprimer. Et en plus, c'est une course qui est une fête populaire. Et c'est vrai que le cyclisme, c'est aussi une fête populaire. Vous l'avez constaté pendant le Tour de France, vous continuez à le constater, Bernard Thévenet. C'est une fête populaire. Quand je sais pas si vous avez regardé Paris-Roubaix le week-end dernier, ou l'autre week-end, mais c'est vraiment une grande fête. D'ailleurs, ça devient peut-être un peu dangereux d'ailleurs, parce que les gens font peut-être un peu trop la fête. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a une fête autour du cyclisme. Les gens viennent voir le cyclisme, c'est aussi pour participer à une fête. Et dans les 6 jours, c'est ça aussi, sauf que c'est dans un endroit clos, c'est un endroit fermé. Mais je pense que les gens ont besoin de faire la fête de temps en temps. On vit des moments qui sont souvent moroses. Donc pour les gens, ils viennent et dans le sport et faire la fête en même temps. Il y a aussi une cyclo-sportive, Bernard Thévenet. Oui, les cyclosportives sont des épreuves qui ont été inventées il y a une quarantaine d'années et qui sont ouvertes à tout le monde. C'est une cyclosportive qui a lieu à côté de Paray-le-Monial. Alors, une cyclosportive, il y a 2 circuits. Mais ce qui caractérise la cyclosportive, surtout, c'est qu'il y a un repas après. Et nous, au repas, on sert évidemment, comme on est en charolais, on sert un pavé de bœuf charolais et un fromage de chèvre charolais AOP. Et Paray-le-Monial est célèbre parce que Émile Buisson était là-bas, l'ennemi public numéro 1. Oui. Vous l'avez jamais croisé? Non, et même, j'en ai pas trop entendu parler. Pourtant, quand on habitait à Maringues, on habitait à 12 km de Paray-le-Monial. Mais les gens à la campagne, je pense, n'aimaient pas trop en parler, des mauvais garçons. Ouais. Alors, il est devenu célèbre quand Roger Borniche l'a arrêté et sur le conseil d'Alain Delon, on a fait un livre et un film, Full Story. C'est comme ça qu'on a découvert Émile Buisson. Oui. Et il y a aussi les vêtements Bernard Thévenet. Vous continuez à travailler complètement dans cet univers, Bernard Thévenet. Oui, non, j'ai arrêté les vêtements parce que ça me faisait beaucoup de travail. Donc, j'étais associé avec un ami, on a vendu l'affaire il y a 3-4 ans et un peu plus tranquille maintenant. Et tranquille avec des souvenirs et des livres. Il y a un humoriste qu'on a un peu oublié et dont vous êtes fan, c'est Alexandre Vialat. Oui, c'est vrai que et peut-être pas, il n'a pas été médiatisé comme, peut-être comme il aurait mérité. Ouais, il écrivait des romans et des articles de journaux, et il faisait le courrier du cœur dans les journaux, et il s'écrivait à lui-même les propres lettres pour le courrier du cœur. C'était un roi du canular. Oui, certainement. Et maintenant, l'avenir, Bernard Thévenet? L'avenir, je vais m'occuper je travaille toujours pour un Maurice Sport Organisation,
Je suis directeur de l'épreuve du Critérium du Dauphiné Auvergne-Rhône-Alpes. Je fais le Tour de France avec eux également. Je fais les relations publiques. Donc je m'occupe de différentes choses. Je suis un des organisateurs du championnat de France de la gendarmerie également. Oui. On fait courir les gendarmes, c'est très bien, et les gendarmettes aussi. Et puis j'ai 4 petits-enfants, alors quand je peux, quand j'ai le temps, je m'en occupe aussi, c'est très intéressant également. Oui, ils doivent être fiers de vous parce que votre parcours est étonnant et il est raconté dans ce livre Parcours de vie chez Mareuil Éditions que je recommande à celles et ceux qui vous connaissent ou qui ne vous connaissent pas parce qu'on découvre le champion mais aussi l'homme. Merci d'avoir accepté de l'écrire et merci d'avoir accepté ces clés d'une vie. Merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.